Violette Ducruet à notre micro, membre de l'association de la Maison de Barberine qui se situe au dernier hameau de Valorcine, juste avant la frontière franco-suisse. Vous êtes là pour nous parler justement de ce musée, nous en dire un petit peu plus, et puis sur l'exposition qui a ouvert début juillet, la vie communautaire à Valorcine au fil des siècles. Merci d'être là. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour parler à la fois du musée, le faire un peu mieux connaître, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Oui, le musée de Barberine est dans le dernier hameau juste avant la Suisse. Et puis je vous parlerai de l'exposition que nous avons organisée cette année, puisqu'on a des expositions temporaires chaque année différentes. Donc le musée de Barberine, c'est dans une vieille maison de 1705. Les bases de cette maison elle fait partie des plus anciennes maisons de Valorcine. Cette maison, elle a été occupée par une famille Ancet. Et à la suite du décès du dernier héritier, cette maison a été fermée et il y a eu un collectif de la famille Ancet qui s'est réuni, qui a permis le rachat de cette maison pour créer l'association Maison de Barberine et puis aussi de créer en fait ce musée donc à partir de 1987. Le musée avait plusieurs objectifs, la conservation et l'animation aussi de l'aspect culturel au niveau de la vallée, puisque c'était important de conserver tous ces objets qui ont été utilisés des siècles entiers par les artisans, par par des ouvriers, par des agriculteurs. Donc beaucoup de personnes ici dans la vallée ont donné des objets depuis 1987. Donc on a 700 objets qu'on est en train d'inventorier actuellement, qui sont très anciens. Et au fil du temps, l'association finalement s'est investie dans l'organisation des expositions temporaires qui ont lieu pendant 2 mois chaque année sur un thème différent. Ensuite, progressivement, on s'est rendu compte que le bénévolat des différents personnes qui habitaient Valorcine, qui s'investissaient dans la rénovation du musée, c'est un petit peu épuisé et que les ressources manquaient. Donc, progressivement, les différents présidents ont jugé qu'il était peut-être intéressant de léguer la maison, en fait, à la communauté de communes, ce qui s'est passé en 2022. Progressivement, nous associations, on a gardé en fait un droit d'animation, je dirais, et de gestion du fonds permanent des objets et de l'animation annuelle au niveau des expositions. Donc le legs s'est passé et maintenant c'est la communauté de communes qui gère en tripartite avec l'association et la mairie, et on a été déclaré monument historique. C'était une grande fierté de notre part en 2023. Même ce travail de collecte d'objets qui paraissent des objets du quotidien, finalement ça raconte énormément de choses sur la pratique, comme vous le disiez, des artisans, des agriculteurs, leur manière de travailler, peut-être voir aussi comment les outils ont évolué au fil des siècles. La taille de ces objets, majoritairement, ce sont des petits objets ou vous avez des objets assez Oui, on a par importants. exemple un char à foin qu'on a été obligé de réduire pour le fixer dans la grange de la maison, donc il fait peut-être 5 ou 6 mètres de long. On a des vents, on a des tarare, tout ça pour traiter les céréales. Et puis on a les objets que n'importe quelle personne, on a des objets très particuliers pour faire la TEP, ce qu'on appelle la TEP à Valorcine, c'est-à-dire remonter la terre, parce que au fur et à mesure des pratiques agricoles, on est obligé de remonter la terre au fur et à mesure, parce qu'ici, il n'y avait pas du tout de labour par des chevaux ou par des charrues. Tout se faisait à main d'homme, donc c'est très particulier. Quand vous parliez d'inventorier des objets, c'est une pratique qui peut paraître assez infinie. Et puis, au fur et à mesure, des familles savent que ce lieu existe, alors vous rapportent des objets en sachant, ils ont peut-être connaissance que ça a une importance dans l'histoire, d'une région, d'un village, et ça peut agrémenter aussi sa connaissance. Est-ce que vous avez établi une sorte de charte un petit peu des objets que vous accueillez, ceux que vous n'accueillez pas? C'est quoi la limite en temps,
en Oui, taille. Très bonne remarque, parce que on veut pas surtout être l'endroit où on met l'objet, où on ne sait pas quoi faire en fait. Donc on a établi une charte avec l'association, les membres du comité d'administration, pour établir l'originalité de l'objet, qu'il soit bien d'ici, de la vallée. Comment vous vérifiez ça ? Alors, on trace l'origine, on essaie de tracer l'origine, la personne qui nous donne l'objet, on essaie de savoir si c'était son grand-père, son oncle qui l'utilisait. On commence à avoir une bonne idée des objets quand même qui ont été fabriqués ici. Donc ça, il n'y a pas d'estampille, mais on commence à les connaître. Et puis aussi les doublons, parce que on est un peu submergé par les doublons. On les garde parce que voilà, on espère toujours un en meilleur état que l'autre. Et donc voilà, mais ça passe par quand même une sélection. On est un peu plus exigeant maintenant qu'il y a 30 ans. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'au final, c'est une pratique de collection que vous avez, mais qui est à la fois collective et qui traverse tous les siècles. Tout à fait. Et puis peut-être ces doublons pourront servir à un moment, parce que là, vous me dites que vous êtes déjà à 700 objets. Peut-être qu'à un moment, ça s'étendra dans un musée plus grand, peut-être. Avec des prêts, puisqu'on fait partie du réseau des musées de la vallée de Chamonix. Donc on fait des prêts intermusées. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça se passe. Et puis le dernier point, je sollicite que des nouveaux adhérents arrivent dans notre association pour s'investir, pas simplement payer une cotisation modique de 10 €, mais qu'ils s'investissent dans la vie. C'est aussi intéressant parce qu'on échange, on définit des thèmes des expositions temporaires, et puis ça permet de connaître des gens d'ici. Ceux qui viennent ici dans la vallée s'installer, c'est aussi un moyen pour eux de mieux connaître la vie des Valorcins. Pour être intégré à l'association, alors il faudrait être plutôt intéressé par soit le village, soit l'histoire, soit par les objets d'artisanat. Tout, les pratiques artisanales, agricoles, l'artisanat, oui, bien sûr, et puis l'histoire, la riche histoire de Valorcine. Peut-être un dernier point sur l'exposition qui a ouverte en juillet. Dernier, la vie communautaire à Valorcine au fil des siècles. Vous avez décidé d'ouvrir une exposition sur la solidarité, qui est un thème, je crois, actuel d'autant plus important. Oui, tout à fait, parce que la vie communautaire à Valorcine, elle est riche depuis des siècles. Et le sous-titre, c'est trouver la force dans la solidarité. Vous n'êtes pas sans ignorer que la vallée de Valorcine est dans une position géographique très particulière, coincée entre le col des Montets et le passage de Tête Noire, du côté du Valais. Donc très rapidement, à partir de l'installation de la communauté ici en 1264, les habitants se sont solidarisés et ont cherché tout un tas de moyens pour renforcer leur force face aux aléas, les aléas naturels, les avalanches, les ressources en eau, comment travailler la terre, etc. Donc on évoque ceci donc au fil des siècles dans cette exposition, et notamment sur les pratiques agricoles et les pratiques d'élevage, puisqu'en fait on retrouve des organisations pastorales communautaires ici qui existaient dans le Haut-Valais germanique, notamment les gens qui visitent Loria ou qui vont à la Poya, eh bien on leur explique pourquoi c'est à cet endroit-là qu'il y avait regroupement de troupeaux de vaches ou les chèvres à la Poya, puisque ici on avait des exploitations agricoles très petites, où il y avait peut-être 1 ou 2 vaches par ferme, et donc nécessité de regroupement pour être un peu plus fort en fait. Toujours ce principe, je le résumerai dans une formule, on travaillait les uns pour les autres, et je trouve que c'est bien une jolie formule ici, qu'il y avait une solidarité forte pour les manœuvres aussi, pour remonter les maisons ensemble. On prêtait la main au voisin et le voisin après nous reprêtait la main, et donc tout ça on le montre au travers de différents exemples. Vous avez donc des textes, j'imagine, pour parler bien de sûr, ça, des photographies également. Oui, tout à fait, de nombreuses photographies, ce qui rend l'exposition quand même, il n'y a pas que du texte. On a travaillé beaucoup sur les archives, mais on a la chance d'avoir un fond iconographique un peu
important qu'on va piocher du côté de Genève ou qu'on va dans les archives départementales ou nationales. On a des fonds qui sont vraiment très, très. L'histoire de Valorcine est très riche. Hein. Ce qui est assez fou, c'est justement dans cette pratique de la solidarité, c'est que finalement vous êtes une association, voilà, donc avec que des bénévoles, aucun historien de métier ne fait partie de cette association, et pourtant vous avez une pratique purement d'historien, historienne autodidacte. Tout à fait, c'est notre intérêt. Vous avez rencontré déjà Dominique Ancet, donc présidente de l'association Valorsna. Donc toutes ces expositions sont organisées en collaboration avec cette association. C'est la mémoire de Valorcine, mais finalement on s'est piqué aussi de passion pour l'histoire qui est fort riche. Hein. C'est un endroit un peu particulier de la France. Hein. Alors est-ce qu'on est en Suisse, est-ce qu'on est en France? On est peut-être entre les deux. Des deux. Ouais, c'est ailleurs. Peut-être nous redire simplement de quelle année à quelle année vous avez remonté ce fil, parce que les mouvements de solidarité, est-ce que vous êtes allé jusqu'à aujourd'hui ou de manière très Alors récente? bien sûr, on a commencé par en fait la boîte des âmes, hein, qui était un fonds de solidarité laïque qui a été organisé dès le XVIIIe siècle, et progressivement on a évoqué les aspects collectifs qui se sont passés au XIXe siècle, au début du XXe siècle, pour mettre en place tout ce qui était les réseaux d'eau au niveau des hameaux. Hein, ça a été des constructions de Valorcin, jusqu'à actuellement, bien sûr, la solidarité qui s'est exercée vis-à-vis des réfugiés, donc pendant la guerre en Bosnie, hein, donc l'accueil des Bosniaques et puis des Ukrainiens qui est important. Et puis bien sûr, on ne peut pas oublier aussi toute l'activité pendant la Deuxième Guerre mondiale de refuge de Juifs, ici surtout, hein, à l'hôtel du Bay avec Germaine Chamel. Donc ça, c'est très important. Tous les gens qui ont passé les personnes en Suisse, hein, aussi cette position particulière de Valorcine, et puis le réseau Payot, bien sûr. Oui, on a reçu à notre micro un historien qui nous a parlé de l'exposition menée juste à Fanhaut, justement, sur les internés français qui étaient prisonniers de guerre en Suisse. Et ça résonne beaucoup avec ce que vous racontez sur la solidarité. Voilà. Merci d'être venu au micro. Vous avez fait une très belle transition pour notre prochaine invitée en parlant de la solidarité pour les exilés ukrainiens. Peut-être nous rappeler simplement vos jours d'ouverture. Alors les jours d'ouverture, c'est ouvert tous les jours, sauf le samedi et l'après-midi, 14h30, 17h30. Merci à vous. Merci à Violette. vous. Merci.